Senseiya, après plusieurs longues décennies de bonheur, tu es tombé sous les coups de Netflix. Nous n'avons pas pu te protéger et nous en sommes désolés. Un opening en anglais, Shun qui est devenue une femme, l'armée américaine contre les chevaliers, une série beaucoup trop rushée, des répétitions d'animation à tout va, près de 40 épisodes d'animation japonaise sublime en 6 épisodes pour Netflix, Seiya qui est devenu un skater, le mystère de Seika qui n'existe presque pas, des combats bien trop courts et décevants, les femmes qui ne portent pas de masque, et un Iki presque insignifiant. Aujourd'hui, Netflix a encore une fois détruit une œuvre. Monsieur Masami Kuramada, nous sommes désolés. Il en va de même pour Monsieur Seiji Yokoyama, car malheureusement, ces musiques légendaires et émouvantes ne seront à aucun moment dans la série. Nous, les youtubeurs protecteurs de Senseiya, avions comme mission de vous protéger, mais nous avons échoué. Vous et votre série êtes tombés sous les coups de Eugène Son. Hey, donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkose. Et donc aujourd'hui, rien que pour toi, je suis donc passé dans les 6 mondes de la métempsychose. Et j'en ai vraiment jonglé. Même malheureusement pour moi, je suis resté plus de 2 heures dans le premier monde, celui de l'enfer, connu comme étant celui aussi de Netflix. Alors on va pas se mentir, on va être direct, il y a des choses très mauvaises, c'est abominable tellement que c'est mauvais, mais il y a aussi des choses très bonnes, des choses qui pouvaient être très bien exploitées. Alors la série Senseiya Netflix n'est pas à 100% mauvaise, bien loin de là, donc on va en parler aujourd'hui. Je me contenterai de ta petite fille. Non. C'est moi qui dois vraiment avoir l'esprit mal placé, c'est pas possible ça. Tu as fait tomber quelque chose. Ah, C'est chelou quand même. je te prends où tu veux et quand tu veux. Waouh. Bref, la série Senseiya Netflix est donc dirigée directement et réalisée par Eugène Son. Il s'agit donc ici d'une réadaptation du manga de Kuramada, donc le légendaire Senseiya. Donc les dessins un peu cartoon, le changement de caractère design et tout, on peut pardonner. Plus ou moins, c'est une réadaptation. Donc en même temps, si c'était un copier-coller, si c'était les mêmes dessins et tout pareil à 100%, ce serait cool, mais il n'y aurait pas grand intérêt selon moi. Chacun son avis. Donc la mission de Eugène Son était très simple, créer un nouveau Senseiya en 6 épisodes aujourd'hui avec une première saison, plus dans l'ère du temps. Et bah t'aurais pas dû rester dans l'ère du temps, mais plus rester dans le passé, connard. Donc si les dessins dans un premier temps choquent complètement et si l'histoire n'est pas la même, il n'y a rien de grave, c'est une réadaptation. Mais malheureusement, ce n'est pas tout, c'est pas juste une histoire de design ou bien d'histoire, c'est une histoire de respect envers Kuromada. Et là, Eugène, il a craché un gros molar à la gueule de Kuromada. Mais c'était violent. Alors oui, les dessins m'ont vraiment fait mal au cul, on va pas se mentir. Et puis l'histoire est juste vraiment nulle, à la limite du dégueulasse. Mais bon, après tout, c'est donc le choix scénaristique de Eugène Son et donc de son équipe. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus mauvais au travers de la série Senseiya en seulement 6 épisodes? Et c'est ça qui est magique, c'est qu'en 6 épisodes, bah il y a plein de trucs vraiment atroces, c'est vraiment affreux. J'en ai vraiment souffert. Selon moi, quand tu réadaptes un manga aussi populaire que Senseiya, tu dois au moins garder l'esprit que ce que le mangaka a voulu donner à son œuvre de base. Faut vraiment rester un minimum respectueux envers ce que le mangaka a fait et ce qu'il a créé. Et donc rester un peu dans la symbolique, la mentalité et les humeurs des personnages. Donc déjà, il a mis Shun en femme. J'ai eu du mal à l'accepter. Mais tous les personnages ont pris un coup dans la gueule, vraiment. C'est donc pour ça que je te dis que selon moi, Eugène Son a donc vraiment craché à la gueule du mangaka. Mais vraiment, et là, il a vraiment détruit l'œuvre en 6 épisodes. Hein. Et ça va continuer. Déjà, l'histoire commence avec Seiya et Seika qui se font raid par le GIGN. Je dis ça en rigolant alors que c'est pas drôle, je suis con. Par le GIGN, mais vraiment les gars. Moi ça m'a troublé. Hein. Quand je les voyais dormir et là t'as le GIGN qui rentre d'un coup. Comment veux-tu que je réagisse? C'est troublant. Quand soudain, Ayolia, chevalier d'or donc du lion, intervient pour les sauver et affronte le GIGN. Seika se fait blesser, Ayolia va donc un peu plus se donner à fond, détruire complètement l'armée, donc tuer sûrement des dizaines d'hommes directement, et utiliser comme Pokémon la technique téléport. Donc jusque là, t'as un chevalier d'or qui vient de débarquer, il a tué 10 humains, hein, même s'il voulait un peu de mal, il a quand même tué 10 humains comme ça gratos, il aurait pu les éloigner, il aurait pu les assommer, pourquoi pas.
Mais non, Ayolia a bel et bien tué des dizaines d'hommes d'un coup. Il a pris Seika et donc il s'est barré, laissant un Seiya complètement orphelin. Déjà, la série commence comme ça. Ouais. On découvre ensuite Seiya plusieurs années dans le futur avec son skate et qui galère à rentrer une canette dans une poubelle. Et dire que c'est lui qui va protéger la Terre et donc une déesse. Et il galère à rentrer une canette dans une poubelle, quoi. Ouais, je rigole pas, la scène était hyper longue, hein. La scène où il passe en skate, qui balance la canette, qui tombe à terre, il fait demi-tour, il veut la ramasser, il la loupe une fois, il repasse une troisième fois, il la prend, il réussit. J'ai trouvé ça hallucinant. Surtout que la canette ne le respecte pas du tout parce qu'elle va tomber plus tard dans l'épisode. Aucun respect, même la canette ne le respecte pas. Bref, je ne vais pas faire une review et un résumé des 6 épisodes de Senseiya, t'as qu'à aller les voir directement sur Netflix. On va directement dire ce qui n'allait pas et ce qui allait, directement, comme ça on va aller au point culminant. Alors les chevaliers qui se téléportent et se déplacent via des espèces de portails dimensionnels. C'est quoi le délire? La relation avec Seika est complètement nulle, voire même inexistante. Vraiment. Car la question de savoir où est devenu Seika et ce qu'est devenu Seika est la question de tout le manga Senseiya en fait. Tout simplement. Savoir où est la sœur de Seiya, Seiya qui veut retrouver sa sœur, c'est l'objectif plus ou moins du manga en plus de protéger Athéna des dangers. Le mystère Seika, pareil, on lui a un peu craché à la gueule. Je vais pas vous mentir, je l'ai un peu mal pris. Surtout que via les premières minutes, on voit directement que Seika a du Cosmo. Et donc on peut se douter que Ayolia qui est partie avec Seika est peut-être devenue une saint. Hein, c'est plus ou moins dit à 90%. Alors que dans l'animé, voilà, dans le manga, il y a quand même ce mystère de savoir ce qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a envie? Qu'est-elle devenue? Et non, là dans l'adaptation d'aujourd'hui, on te crache à la gueule encore une fois. Et j'ai peur de voir la suite parce que je sens que Seika va devenir genre une chevalier ou qu'elle va devenir un truc un peu space. J'ai vraiment peur de ça aussi. Hein. Lors du premier voire deuxième épisode, Seiya lâche aussi carrément un je m'en fous de Seika, je m'en bats les couilles de ma sœur. Démonstration. Je me fiche bien aussi de ma sœur. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Mais genre, à quel moment Seiya dit ça? Alors il dit un peu sur le coup de la colère, on le voit parce qu'avant il se bat pour la photo et pour le croquis, le dessin de sa soeur et tout, ok. Seiya aime sa soeur, c'est montré, mais même à aucun moment sur le coup de la colère, Seiya ne viendrait à dire ça. Dans le manga, dans l'anime, via ce qu'a créé le mangaka de génie, à aucun moment Seiya ne viendra à dire je m'en bats les couilles de ma soeur, elle est morte, je m'en bats les couilles. À quel moment Seiya vient par dire ça? Mais n'importe quoi. Seiya, c'est juste dans cette adaptation un ado rebelle chiant. Vraiment l'ado rebelle casse-couille. Tu veux une compilation? Je te la mets des moments casse-couille où Seiya ne fait que de râler. Mitsumasa Kido, donc le grand-père de Saori Kido, avait un collaborateur qui était Vandergraad. C'est une très bonne idée, mais mal exploitée. L'idée n'est alors pas du tout conne. Il s'appelle Vandergraad, organisation Grad, on sait que ça vient de lui et tout. L'organisation Grad, elle a fait du mal à beaucoup de chevaliers et tout, elle a séparé des personnes, et là on a ce Vandergraad qui arrive et tout. Il est la genèse, l'étymologie de limite toute l'histoire des orphelins et tout, selon moi. Mais malheureusement, ce mec, il va pomper tout le flot de Ikki. Normalement, le méchant et le premier gros méchant de Senseiya, c'est Ikki du Phénix, donc frère de Shen. Mais ce Vandergraad, il est tellement présent à l'écran, il parle tellement, il est tellement là avec son organisation de GIGN et tout, que Ikki, ça devient un peu son chien-chien. Donc t'as Ikki qui est ultra charismatique dans le manga, qui est mon personnage préféré dans Senseiya, qui devient au final le chien-chien de Vander. C'est complètement con. Pourtant, c'était une bonne idée. C'était une très très bonne idée, Vandergraad. C'est une très très bonne solution. Ça allait expliquer des choses, ça allait déployer de très très bonnes idées. Mais il est tellement présent qu'il fait de l'ombre à Ikki. Alors que normalement c'est Ikki le personnage badass, tu vois. On voit pas trop les capacités de Vander, mais je pense que c'est un humain lambda, un peu comme Mitsumasa Kido, tu vois. Donc entre un saint qui a les pouvoirs de la constellation du Phénix et un mec qui dirige juste des hommes, on préfère voir Ikki, on est d'accord. De base, Vandergraad est donc une très bonne solution scénaristique, mais au final, il devient aussi le problème scénaristique de la série Senseiya. Pour moi, il fallait juste parler de lui dans le passé, comme quoi il a vécu et fait des recherches avec Mitsumasa Kido, qu'il est mort il y a maintenant quelques années et tout, qu'il a lancé l'organisation Grad, ok, on s'arrête là, et Ikki était le méchant. Voilà, point.
On aurait pu nous parler de Vander via les flashbacks, le fait qu'il soit encore en vie aujourd'hui et qu'il soit un peu le méchant. Bah... non, c'est vraiment nul, vraiment. La série est extrêmement rushée, en même temps elle fait seulement 6 épisodes. Donc en 6 épisodes, bah ok, c'est fidèle au manga, ok, c'est fidèle à la trame narrative, pas de souci. Et oui, je suis d'accord, ça suit les grandes lignes du manga, ok. Mais en 6 épisodes, tu ne peux pas développer entre 30 à 35 épisodes. Dans le sens où en 6 épisodes, tu ne peux pas expliquer la problématique Seiya, Seika, sanctuaire, les mythologies, le côté Poséidon, Hadès, Athéna, parce que en plus dans ces 6 épisodes, on te parle aussi de Poséidon et Hadès, donc on te tease les futures saisons et tout. Te mêler Yoga, Shiryu, Shen, Ikki, les Chevaliers des Ombres, Cassio, Sheina, avoir les armures, les entraînements et tout pour avoir les armures, le tournoi galactique et le vol de l'armure du Sagittaire, aller la chercher, retrouver Ikki, affronter Ikki, le raisonner, l'organisation Grade, tout ça en 6 épisodes, c'est un trop gros condensé. Mais vraiment, surtout que dans tout ça, on t'explique quand même d'où viennent les chevaliers, donc Shiryu avec l'entraînement de Doko, Seiya avec Marine, on parle rapidement de Jabu, de Shun, etc. Il y a tellement de développement en si peu d'épisodes que c'est ultra rushé. C'est impossible de faire en 6 épisodes l'équivalent de 30 épisodes. À ce moment-là, tu nous fais minimum des épisodes de 40 minutes, voire 1 heure. Parce que là, ils font seulement 20 minutes, donc c'est beaucoup trop court. Pourquoi Sheina et Shen n'ont pas des masques alors que ce sont des femmes, tout simplement? D'ailleurs, pourquoi Shen c'est une femme aussi? Alors ça, j'ai toujours pas compris. Il y avait une explication, je crois, de Eugène Son sur son Twitter, si je ne me trompe pas. Mais pareil, l'idée que Shen soit une femme... Non, ta gueule. Donc je reviens sur ma question, pourquoi Sheina et Shen ne portent pas de masque alors que Marine porte un masque? N'importe quoi. Senseiya, c'est avant tout des combats de psychopathes, des combats ultra fous que j'ai vus étant enfant, sur lesquels j'ai complètement bandé. On va pas se mentir. Genre le Shiryu versus Seiya au tournoi galactique, les deux torse nus avec leurs dragons et leurs Pégases qui se foutent sur la gueule et tout. Et dans Netflix, bah c'est nul. Qu'est-ce que les combats sont nuls. Pareil, hein, Cassius versus Seiya. Qu'est-ce que c'était nul alors que dans l'animé, le manga, il se fait trancher l'oreille, il se fait déboîter par Seiya et tout. C'est ultra badass, c'est épique, c'est tout ce que tu veux. Le combat Sheina-Seiya, c'est nul. Shiryu-Seiya, c'est nul. Seiya contre Ikki, c'est nul. C'est claqué au sol. Claqué au sol. Et ça me fait chier parce qu'en fait, c'est peut-être ça aussi le souci, c'est que Senseiya, on espère avoir des combats ultra fous et des fois, t'as des très bons trucs dans les mouvements, dans du taijutsu à moitié, c'est très très classe. Mais les saints sont censés pouvoir déchirer le ciel d'un simple coup de poing, te fendre la terre en un seul coup de poing. Ils te pulvérisent et te détachent des atomes avec un seul doigt. Et lorsqu'ils se foutent des coups de poing, bah, tu sais pas ce qui se passe en fait. On dirait qu'ils se mettent des coups de canard en mousse dans la gueule ou des coups d'oreiller, on ne sait pas trop. Il y a pas cet effet de puissance. C'est nul. Alors pareil, quand Seiya fait un Pegasus Ryoseiken sur un hélicoptère, le son est dégueulasse. Hein. Alors qu'un coup de poing de Seiya détache les atomes et donc détruit les trucs en particules et tout, il y a plusieurs Pegasus Ryoseiken, donc les metteurs de Pégase qui vont dans l'hélicoptère. Et ce bruit dégueulasse. C'est n'importe quoi. Déjà, la réadaptation suit les grandes lignes narratives donc du manga et de l'anime Senseiya. Donc on sait, si tu as vu Senseiya, si tu as déjà vu le manga, tu sais comment se finit la série des 6 épisodes. Le dénouement Ikki-Seiya, tu sais comment ça va se terminer. Tu sais comment toute l'histoire va se terminer. Tu sais qu'il va y avoir le sanctuaire, Asgard, Poséidon et tous ces gros trucs. Tu sais tout ça. Donc si on sait tout ça, le minimum que l'on demande, c'est au moins avoir des combats badass, des combats qui nous donnent des frissons. Rien que ça. Mais bah même pas. Non, c'est trop demandé. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois qu'il n'y a pas d'OST dans les combats. À moins que les OST ne soient alors pas du tout marquantes, bien loin de ce qu'avait fait le compositeur à l'époque, qui avait fait des musiques sublimes que j'écoute parfois, très très souvent, parce que les OST Senseiya, c'est le must. Mais en plus de ça, dans les combats, il n'y a aucune OST qui te met des frissons. Putain! Donc il n'y a pas d'OST folle, les combats, bah, on ne sent pas le dynamisme et tout, et en plus il y a beaucoup, voire énormément de répétitions d'animation.
une technique pour un sein, c'est le même mouvement que tu vas voir et revoir, ça va être le même mouvement, ça va être 5 secondes qui vont être copiées-collées sur la piste et recollées à droite à gauche et tout. La chaîne nébulaire de Shun, tu le vois 8 fois, c'est la même chorégraphie. La colère du dragon de Rosanne, là, c'est pareil, tu le vois 10 fois. Le Thunderclaw de Shayna, tu le revois 8 fois. Toujours la même chorégraphie, tu fais des copier-coller, ça change pas d'angle de vue, c'est du copier-coller, donc recyclage d'animation. En plus de character design moche, d'un design moche, d'animation moche, d'OST inexistante, tout ça mélangé, bah ça enlève toute la saveur de Senseiya. Pareil, je voulais tellement revoir Shiryu versus le Dragon Noir, je te mets un petit extrait de 5 secondes de ce qu'était Shiryu versus Dragon Noir dans l'animé, c'était mais le feu. Et bah sache que dans la série Netflix, les Chevaliers Noirs, donc ceux qui accompagnent Ikki, donc Pégase Noir, Dragon Noir, Cygne Noir et Andromède Noir, n'existent pas. À la place, c'est Cassius qui revient en force, ce qui est aussi une bonne idée, accompagné de 3 mecs qu'on ne verra pas avec un masque qui se font des boîtes assez facilement. Donc, Pégase Noir, Shiryu Noir, enfin tous ces mecs que j'ai trouvé tellement charismatiques à l'époque, on ne les voit pas, car ils sont aussi enlevés de la série Netflix pour des raisons complètement inconnues. À ce moment-là, mais moi Cassius plus les 4 chevaliers donc de bronze d'Arc, et voilà, ça aurait été parfait. Pourquoi tu m'enlèves Pégase Noir et tout d'un coup là? Mais qu'est-ce que tu craques? Ensuite, tu as le tournoi galactique. Donc le tournoi galactique, c'est tous les orphelins qui étaient ensemble à Grade à l'époque, qui se sont dispersés dans le monde. Ils ont toutes et tous retrouvé leurs armures. Ils se réunissent pour se foutre sur la gueule, pour gagner l'armure d'or de Sagittaire avec le tournoi un peu high-tech, très technologique et tout. Le tournoi ultra badass avec une ambiance vraiment de ring de boxe mais avec des seins dessus. Bah là, c'est dans un vieux hangar désaffecté, dans un désert. Avec genre aucune ambiance. Genre ils se foutent sur la gueule 2 secondes, ils font « Ah bah j'ai gagné, ah bah à toi, pff. Ah bah j'ai gagné, ah bah à toi, pff. Ah bah j'ai gagné, bah à toi ». Le tournoi galactique, c'est l'un des trucs les plus stylés de la saison 1 de Senseiya, avec le combat magique de Shiryu versus Seiya. Et bah non, là on dirait des vieux loupards qui se battent dans un hangar désinfecté, mais je te jure, c'est abusé. Il y a également Yoga qui cherche à tuer Athéna. Alors oui, il se fait un peu monter à la tête par le sanctuaire et tout, mais genre Yoga, qui est l'un des mecs les plus calmes et les plus limite réfléchis de Senseiya, ils font sur Athéna pour la tuer. Mais nique ta mère, Yoga! Enfin bref, dans la globalité, bah c'est une catastrophe. Mais vraiment, il y a quasiment rien à retirer. Le scénario, il est catastrophique, c'est rushé, ça va dans tous les sens, on comprend à peine l'histoire. Donc si tu n'as pas regardé Senseiya et toi-même que tu ne connais pas l'histoire et la frise chronologique de Senseiya, que tu découvres, je pense, seulement l'histoire Netflix, je pense que tu galères plus ou moins à comprendre le délire. Je sais pas, Shiryu Seiya, Cassius Seiya, Shayna Seiya, Seiya versus Ikki, il y a tellement de combats qui sont passés à la trappe. Ça me fout en l'air. Allez, vas-y, respire. Les points positifs. En tout cas, quand une chose est nulle, il faut le dire. Quand une chose est bonne, il faut le dire aussi. Donc passons aux points positifs. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a. Alors oui, on peut critiquer et cracher sur la série Netflix, mais à 100%, 200%. Mais il y a parfois des choses très très bonnes qui m'ont mis limite des frissons. On était à ça. Hein. Même si je ne pardonne pas l'opening en anglais de Senseiya car c'est une catastrophe et ça m'a fait mal au cœur, le clip en soi de l'opening est classe. Je l'ai aimé. Alors tu vas me faire ouais Darko, t'as des goûts de merde, mais personnellement, l'opening, le clip, je ne parle pas de la musique mais vraiment le clip de l'opening, je l'aime bien, il est stylé. L'animation donc de Senseiya, donc l'espèce de cartoon CGI manga un peu chelou, un peu très très lisse, tu vois. Bah ce côté-là, je ne sais pas vous, mais au bout d'un moment, on s'y habitue. Je ne sais pas vous, mais je m'y suis habitué. Le premier épisode pique les yeux parce que tu passes d'un Senseiya ultra badass genre Arcades avec tout ce qui était Omega après. À ça pique les yeux, t'as du mal à t'y mettre. Mais au bout d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde, faut pas non plus critiquer tout à 100%. On s'y habitue très rapidement. Moi, au deuxième épisode, je m'étais habitué, je trouvais ça cool et limite attachant, vraiment. Il y avait un petit côté sympa. Il y a parfois des animations qui sont faites qui sont ultra classe, où j'étais un peu sur le cul. Le moment où Seiya éveille le Cosmo, lorsqu'il se fait un peu tabasser dans la ruelle et qu'il éveille le Cosmo et tout. Il y a des effets parce qu'il y a un mec qui est en train de le filmer pour un peu mettre ça sur les réseaux sociaux et tout, pour se foutre de sa gueule. Et tu vois que la caméra est en train de bugger. Donc tu vois Seiya qui éveille le Cosmo avec des effets de grisonnement sur l'écran et tout. C'était ultra stylé.
C'était ultra classe, cette animation-là était ultra badass. Et il y a ça, je crois, une dizaine de reprises dans les 10 épisodes. Donc parfois, même si l'animation est pas ouf niveau combat, bah niveau effet des fois, ils font des trucs vraiment pas dégueulasses et limite respectueux. Il y a parfois des moments lorsqu'on explique des flashbacks des personnages et des dessins juste sublimes. Vraiment, il n'y a rien à dire, des dessins sublimes. Shun, Ikki, leur entraînement lorsque Ikki, Suits Nation, le fait qu'on ait Mitsumasa Kido et Vandergrad qui ont découvert Aeolios avec Saori Kido, donc Athena. Tous ces moments-là, ce sont des dessins sublimes. Et pour tout vous dire, j'ai screenshot les trucs pour me créer un fichier parce que je pense les mettre sur un fond d'écran de mon PC très bientôt. Parce que les dessins sont vraiment hyper beaux. C'est pastelisé, c'est ultra beau. Les dessins des flashbacks sont sublimes. Et là, il n'y a rien à dire. Si tu oses me dire maintenant dans les commentaires que les dessins sont moches, je te retrouve et je te tue. Les dessins sont sublimes. Seulement dans les flashbacks. Cassius qui fait son retour pour se venger de Seiya. Et donc pour avoir un peu l'amour de Shayna, se venger de Marine et de Seiya. Mais ce retour en puissance de Cassius avec une nouvelle armure, c'est cool. C'est cool de fou. J'ai kiffé ça, j'ai vraiment kiffé. Le fait que Cassius revienne plus fort que jamais avec une nouvelle armure plus dark que jamais. Qui détruit en plus Seiya. J'ai kiffé. Parce que Cassius c'est le premier ennemi de Seiya. Même s'il a un design de merde et que dans le manga il lui manque une oreille. Bah Cassius, voilà, ça reste le premier ennemi de Seiya, donc il a toujours, tu vois, une odeur de classe. C'est le premier mec qui s'est fait tatane par Seiya, donc voir ce mec revenir sur la fin des épisodes en mode « Wow, j'ai une nouvelle armure et tout », j'ai trouvé ça ultra stylé, mais vraiment, mais plus classe que dans l'animé. Mais vraiment. Je l'ai déjà dit, mais créer Vandergrad, donc le mec qui a un peu créé l'organisation Grad, c'est une très très bonne idée. C'est une très très bonne idée. Le côté GIGN et armée de l'air, armée de terre, c'est un peu moins bonne idée. D'ailleurs, le fait que Seiya, Yoga et Shen ont tué des centaines d'hommes dans le désert après le tournoi galactique, c'est un peu moins une bonne idée aussi. Non, tu trouves pas? Ça te dérange pas que 4-5 qui sont là pour la liberté, l'amour et la paix ont tué 100 hommes, ça te dérange pas trop? Même si ce sont des méchants, bah ils ont quand même... Je sais pas, je trouvais ça un peu gênant. Bref. Parlons des points positifs, n'oublions pas. Reprendre l'idée des clauses dans les médaillons, c'est une très bonne idée aussi. C'est une très très bonne idée. Ça revient de Omega, mais également du film Sensei qui était sorti sur Netflix en 2015 et quelques, je crois. 2014 peut-être, c'était une très bonne idée aussi. Le côté médaillon, bon, j'aurais préféré les Pandora Box, les grosses box bien lourdes qu'ils se trabalaient dans les escaliers en courant. C'était ultra badass et stylé. Mais le côté médaillon en mode médaillon box, là, bah franchement... c'est stylé, j'ai aussi kiffé. Le changement de sexe de Shun, il nous a fait mal. Il nous a fait mal parce que Shun, c'est la douceur absolue. C'est le mec, mais le plus doux qui puisse exister dans n'importe quel manga confondu. Le fait qu'il devienne une femme et tout, c'est dérangeant, ça m'a fait chier. Mais au final, Shun en meuf, bah j'ai kiffé. Elle est ultra attachante et je trouve qu'avoir Ikki en homme et Shun en fille, bah au final, ça rajoute un truc. Ça rajoute un truc, donc ça m'a fait mal au cul de voir Shun en tant que femme. J'ai galéré pendant les 3 premiers épisodes. Mais au final, bah, Shun en tant que femme, bah, j'ai bien aimé. Tu devrais avoir un masque, mais je te pardonne. Enfin bref, la série Senseiya Netflix a beaucoup de points positifs comme négatifs. Il manque du dynamisme, il manque de la patate, il manque des bonnes musiques, il manque plein de trucs en fait. Il y a des erreurs bêtes, il y a des bons développements et des bonnes idées. La série Senseiya Netflix, c'est un 8 sur 20 selon moi. C'est vraiment mon avis. Donne ta note directement en commentaire sans être trop trash non plus. Mettre un 0, c'est débile. La série ne mérite pas non plus un 0, mais un 8 sur 20, c'est plus que bien, je pense. Mais voilà, maintenant, on sait qu'ils ont parlé de Poséidon, ils ont parlé de Hadès, on a parlé du Sanctuaire. Donc c'est sûr qu'on aura au moins 4 saisons, logiquement. Donc voilà Netflix, tu sais quoi faire, voilà Eugène Son, tu sais quoi faire, bah mets des bonnes musiques, mets du bon dynamisme, il faut qu'on sente les impacts, putain, il faut qu'on sente de l'épicness, il faut qu'on sente de la mythologie, la badassitude, la légende, on sente le cosmo de notre corps. Enfin bref, c'était Darkos, donne ton avis en commentaire, je t'aime fort, et j'ai presque plus de lumière, est-ce Hadès qui arrive? Plein de bisous et datebasso.体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら